Je viens de passer la pire année de ma vie. J'ai vécu 12 mois horribles et j'ai même pour la première fois de ma vie envisagé de me suicider. Tout ce qui s'est passé m'a obligé à devenir maître de ma santé mentale. Et après avoir lu une dizaine de livres, parlé à certains des meilleurs psychiatres du monde et m'être formé sur le sujet pendant des centaines d'heures, j'ai décidé de faire cette vidéo qui est probablement la plus importante de ma chaîne afin de partager avec vous les 8 étapes qui m'ont permis de sortir de la dépression et de me débarrasser de mon anxiété, mais aussi de vous aider à améliorer votre santé mentale même si vous vous sentez déjà bien. Car si vous manquez de motivation, si vous êtes tout le temps fatigué, si vous n'arrivez pas à changer vos habitudes, en réalité, il est très probable que le problème vienne aussi de votre état mental sans même que vous vous en rendiez compte. Ça fait plusieurs semaines que j'hésite à faire cette vidéo parce que je vais parler de quelque chose de très personnel. Mais je suis en train de me forcer à le faire parce que je suis convaincu qu'elle peut avoir un impact très positif sur énormément de personnes. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous demander maintenant de juste prendre le temps de mettre un like sur la vidéo afin de montrer à l'algorithme YouTube que c'est une vidéo qui peut aider beaucoup de monde. Merci à toutes les personnes qui l'ont fait et j'ai aussi envie de préciser avant de commencer que je ne suis ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue, que je vais simplement partager les choses qui m'ont aidé au cours des derniers mois pendant cette période très difficile. On mettra aussi en description différents liens qui peuvent vous aider à recevoir l'aide d'un professionnel si vous en avez besoin. Allez, c'est parti. J'ai divisé cette vidéo en 8 étapes pratiques qui peuvent vous aider à aller mieux, peu importe qui vous êtes. Mais avant de les passer en revue une par une, j'ai envie pour la première fois de partager publiquement ce qui m'est arrivé l'année passée. On est en février 2022. Je me réveille, je me sens un petit peu bizarre et en fin de journée, on va au restaurant. Là, je me mets à remarquer quelque chose d'étrange. J'ai l'impression que ma voix est différente, comme si c'était la voix de quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, j'ai l'impression que tout est bizarre autour de moi, tout est étrange, comme si j'étais dans un rêve en quelque sorte. Du coup, je commence à stresser, les battements de mon cœur commencent à s'accélérer, j'ai les mains moites, j'ai la cage thoracique qui se resserre et j'entre dans un état de panique où j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à penser et j'arrive même presque plus à parler. Du coup, j'ai la nausée, je mange absolument rien et au milieu du repas, je demande à ma copine de partir parce que je me sens pas bien. On rentre, ça s'améliore pas, la sensation elle reste et toute la nuit, j'arrive pas à dormir. Mais c'est ultra étrange, j'ai l'impression d'être bloqué entre le monde des rêves et la réalité. Et pendant chaque heure, chaque minute, chaque seconde de la nuit, cette sensation profonde de stress et d'anxiété, elle me quitte pas. Je me réveille le lendemain, enfin, j'ai pas vraiment dormi et au final, c'est exactement la même chose. La sensation reste. Le jour d'après, même chose. Celui d'après, même chose, etc., etc. En 2 semaines, je passe de mec en pleine forme à ne plus être capable de sortir de mon lit. Je m'isole complètement, je veux plus parler à personne, je sors plus de chez moi et c'est impossible pour moi de travailler. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai vraiment l'impression de devenir fou. Je me regarde dans le miroir, je me reconnais pas. J'ai constamment l'impression d'être dans un rêve ou dans un jeu vidéo. Il y a tout qui me paraît bizarre, je vois flou et j'avais jamais vécu ça auparavant. C'est vraiment la pire sensation au monde, bien pire que toutes les douleurs physiques que j'ai pu expérimenter. En plus de ça, j'ose pas trop en parler parce que j'ai peur que les gens autour de moi se disent que je deviens fou. Au bout d'un moment, je me décide à aller voir un psy et je n'oublierai jamais les mots qu'il me sort. Après à peine 10 minutes de rendez-vous. Monsieur, vous êtes atteint de dépression. Monsieur, vous êtes atteint d'anxiété et vous avez même ce qu'on appelle de la déréalisation. La déréalisation, c'est un trouble mental qui apparaît quand on a énormément d'anxiété. Et ça va vous donner l'impression que rien n'est réel, que vous êtes constamment dans un rêve. D'un côté, j'ai extrêmement peur parce que je me dis que je suis du coup vraiment fou. Et d'un autre, je me dis, bon, au moins, si on sait ce que j'ai, on va peut-être pouvoir le soigner. Du coup, je demande au psy, est-ce que je suis malade? Est-ce qu'il y a un traitement? Et lui, il me répond simplement, non, monsieur, c'est 100% mental. Vous êtes juste trop stressé. Il vous faut prendre du repos, aller chez le psy. Et puis, si vous voulez, je peux vous prescrire des antidépresseurs et puis des anxiolytiques pour que vous puissiez mieux dormir. Et là, je suis en mode, what the fuck? Genre, j'ai jamais eu aucun problème mentaux de ma vie. J'ai toujours été un petit peu stressé, un petit peu anxieux, j'ai toujours été un petit peu malheureux, mais de là à être diagnostiqué dépressif et souffrir d'un trouble mental fort comme la déréalisation, eh bien, je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Parce que pour toutes les personnes qui n'ont jamais souffert d'une de ces pathologies, c'est presque impossible à expliquer. Avant que je le vive, j'ai toujours eu du mal à comprendre les personnes qui étaient déprimées, les personnes qui étaient anxieuses. Et je me disais qu'il suffisait de se forcer, avoir de la discipline, peut-être faire un petit peu de méditation et contrôler ses émotions. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Quand vous souffrez de dépression ou de troubles de l'anxiété, en fait, vous ressentez des émotions qui sont 10, 100 fois plus fortes que les émotions habituelles. Et quand vous essayez d'exprimer cette émotion, vous êtes obligé d'utiliser des mots que tout le monde comprend. Quelqu'un qui est dépressif va vous dire qu'il est triste. Si vous n'avez jamais eu
ce niveau de tristesse, vous allez vous dire dans votre tête, ah, il est triste comme quand moi je suis triste. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Quand vous êtes dépressif, le niveau de tristesse que vous pouvez expérimenter, ils sont infiniment plus profonds. Même chose avec l'anxiété. C'est vraiment comme comparer une piqûre de fourmi au fait de se faire arracher les yeux avec une fourchette, si vous voulez avoir une image dans la tête. C'est vraiment deux mondes complètement différent. Et du coup, à ce moment-là, chez le psy, je pète un câble. Parce que je comprends absolument pas comment je peux passer de personne en bonne santé qui a aucun problème à ressentir de telles émotions alors que j'ai même pas forcément de problème dans ma vie. En tout cas, pas de quoi justifier un tel niveau d'anxiété ou de tristesse. Du coup, je lui dis non, mais vous êtes sûr que ça peut pas être un problème plus profond, je sais pas, une tumeur, un cancer, un problème physique, quoi, une vraie maladie. Et là, il me dit non, non, monsieur, ne vous inquiétez pas, c'est juste dans la tête. Et ça va s'améliorer, il faut juste vous reposer. Au pire, vous prenez les médicaments, etc., etc. Du coup, je rentre chez moi, je prends pas de médicaments, je vais vous expliquer exactement pourquoi plus tard dans la vidéo. Mais je me dis que je peux vraiment fixer ce problème comme d'habitude, avec de la volonté, en mettant en place de bonnes habitudes, en me renseignant, etc. Je prends du repos, je me mets à faire des balades, je parle à un psy, mais ça s'empire. J'ai des crises de panique de plus en plus régulièrement. J'arrive plus du tout à réfléchir. Pendant même plusieurs jours, plusieurs semaines, je perds la petite voix qu'on a dans notre cerveau. Vous savez, quand vous réfléchissez, il y a une espèce de voix, on chuchote dans notre cerveau. Cette voix-là, je n'arrive plus à la voir. Genre, j'arrive plus à réfléchir dans ma tête. Et j'ai des trous de mémoire, j'arrive plus à me souvenir, j'arrive plus à réfléchir. C'est vraiment horrible. Et du coup, je commence vraiment à ce moment-là à avoir des pensées très sombres. Je me dis que plus rien ne sera jamais comme avant. Je vais devoir laisser tomber mes business, je peux même plus dormir, je peux plus travailler, je peux plus faire de vidéos YouTube. Et pire encore, même si j'arrête toutes mes activités, je revends mes business, etc., je peux même plus profiter de la vie. Parce que peu importe ce que je fais, peu importe où je suis, chaque minute, chaque seconde, chaque instant est une souffrance. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un de fort mentalement. J'ai passé des journées à l'armée extrêmement difficiles, avec réveil à 4 heures du matin, douche froide, porter des sacs de 60 kilos, courir en haut des montagnes, pas avoir une seconde de répit, des sergents qui nous crient dessus, des cloques jusqu'à en saigner sous les pieds, de devoir rester immobile pendant des heures, courir jusqu'à en vomir, ne pas dormir pendant plusieurs jours, ne pas avoir à manger, marcher 24 heures sans s'arrêter, etc., etc. J'ai réussi à surmonter ce genre d'obstacle par le passé. Mais là, j'arrive vraiment à bout. C'est plus facile de passer une journée comme ça à l'armée que de passer une journée dans mon lit à rien foutre dans l'état mental dans lequel je suis à ce moment-là. Et le truc, c'est que l'armée, au moins, il y avait une date limite. Là, je me dis que ça va potentiellement durer toute ma vie. Et ça part pas. Ça part pas. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois. Et peu à peu, au bout d'un moment, j'envisage pour la première fois de ma vie de mettre fin à mes jours. Je pense que la majorité d'entre nous, on y a tous déjà pensé à un moment de notre vie. Mais là, je passe vraiment à l'étape supérieure où je me mets à penser comment et quand je dois le faire afin de blesser le moins possible mes proches, etc., etc. Je vois que ça devient grave et du coup, je me fais un contrat avec moi-même. Je me dis que dans cet état, avec ce niveau de souffrance, je peux tenir 1 an. Et si à la fin de cette année, je suis toujours dans le même état, ça va pas mieux, à ce moment-là, je demande de l'aide. Je demande de l'aide à toute ma famille et je prends tous les médicaments qu'il faut. Avec cette aide, je pense que je peux encore tenir 1 an. Mais si au bout de 2 ans, après avoir tout essayé, je suis toujours dans cet état-là, ce sera la fin. Parce que ça ne vaut juste plus la peine de vivre. Et ce niveau de souffrance est juste insupportable. Du coup, j'avance. J'utilise toute ma force mentale, mais ça s'améliore pas. Ça s'améliore pas. Et le pire, c'est que je suis tellement dans le mal que j'arrive même pas à me renseigner pour trouver des solutions pour améliorer la chose. Rendez-vous compte, je passe d'être capable à lancer des business qui font des millions à être incapable de faire une recherche Google. Et ça, en l'espace de quelques semaines. Du coup, je demande à mes potes qui vivent avec moi de m'aider. J'ai pas envie d'en parler à ma famille parce que j'ai pas envie de les inquiéter. Et de toute façon, peuvent pas faire grand chose de plus. Et du coup, je vais voir des spécialistes. Je fais un check-up, rien n'est détecté. Je fais un IRM, rien n'est détecté. Je vais chez le psy, ça aide pas. Je médite, j'y arrive pas, ça marche plus. Je me bourre la gueule, je bois de l'alcool et franchement, ça aide. Pendant quelques heures, je me sens mieux. Mais le lendemain, c'est encore pire. Je me mets à faire du sport et ça marche. Pendant quelques heures, je me sens mieux. J'arrive pendant quelques dizaines de minutes à plus avoir cette sensation d'oppression constante dans mes poumons. Mais bon, ça finit toujours par revenir. Et un jour, je discute avec Oussama. D'ailleurs, merci Oussama parce que tu m'as vraiment aidé. Il me met en contact avec une médecin qui s'appelle Lavina, que je remercie aussi énormément, qui m'a beaucoup aidé. Et avec elle, on se met à faire une batterie de tests. On fait genre tous les tests possibles et imaginables. Je fais tous ces tests et puis je me prends un billet pour l'Islande. Je veux faire une détox complète pendant 1 semaine. Je me dis que ça va peut-être m'aider. J'ai pas encore reçu les résultats. Du coup, je suis là-bas, je suis en Islande et je suis tout seul. Je me suis
100% isolé, je me suis dit, je vais parler à personne, je vais pas toucher mon téléphone, je vais pas toucher mon ordi, je vais faire une espèce de dopamine detox. Du coup, je vais en Islande et horrible. Horrible, c'était une idée de merde. J'arrive en Islande et déjà que j'ai ce problème de déréalisation où j'ai l'impression que tout est étrange, tout est bizarre. J'arrive dans ce pays où tout est vraiment étrange et j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Je connais personne, le visage des gens sont déformés, j'ai l'impression de parler à des aliens. Je reste dans ma chambre. Je sors pas de ma chambre. Au début, je vais faire des saunas, etc. Sauna, douche froide. Je me dis que ça va aider. Ça change que dalle. Faut vraiment vous rendre compte que depuis le moment au restaurant où ma voix elle a commencé à être bizarre, jusqu'à ce moment en Islande, il se passe presque 3 mois. Et genre, ça s'empire tous les jours. Genre, il y a des jours où ça va mieux, où je suis presque normal. Et après, ça repart de plus en plus fort. Jusqu'à vraiment atteindre son apogée. Les 3 derniers jours où je suis en Islande, je quitte pas mon lit. Parce que j'ai un nouveau symptôme, je deviens léthargique. Donc la léthargie, c'est quand on n'a aucune énergie. Et vraiment, j'ai aucune énergie au point de ne même pas être capable de regarder mon téléphone. Je suis vraiment couché sur mon lit comme ça. Et je dis rien, je fais rien, je ne pense rien pendant 3 jours en fait. Genre, je dors la nuit et le jour, je reste comme ça. Et la seule chose que j'arrive à faire de ma journée, c'est me lever pour aller prendre une douche. C'est le grand max. Pour finir, je réunis toutes mes forces et je me dis que je vais partir de l'Islande parce que ça va pas du tout. Si je reste là-bas, je vais crever. Donc, je change mes billets, je vole à Paris. En fait, je découvre juste avant de m'envoler pour Paris que les médecins pensent avoir trouvé ce que j'ai. J'ai une hyperparathyroïdie. C'est une inflammation d'une glande qui se trouve sur la thyroïde et qui produit une hormone, l'hormone de la parathyroïde. Du coup, à cause de cette inflammation, il y a trop de cette hormone qui est produite. Cette hormone-là, elle régule le taux de calcium qu'il y a dans le sang notamment. Et donc, j'ai trop de calcium dans mon sang. Ce qui, en fait, à terme, sur plusieurs mois, plusieurs années, provoque des dérèglements du cerveau et produisent de l'anxiété, de la dépression. Bref, ça peut expliquer tous les symptômes que je suis en train d'expérimenter. On fait des tests à Paris pour confirmer. Et je me fais opérer fin mai, quelque chose comme ça. Mais je me réveille et la semaine d'après, je me sens toujours mal en fait. Et il va y avoir vraiment une progression ultra lente. En fait, depuis cette opération, chaque semaine, chaque mois, je vais un petit peu mieux. Je vais un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux. C'était presque il y a 1 an que ça s'est passé et je suis toujours pas à 100%. Je dirais que je suis maintenant à 90% de ce que j'étais d'un point de vue mental. J'ai toujours une sensibilité plus forte qu'avant. Je suis plus anxieux, je suis plus stressé. Je suis plus facilement triste. J'ai aussi ma mémoire qui est toujours un petit peu affectée. J'arrive moins bien à me souvenir des choses. Mais de manière générale, ça fait 2-3 mois que je vais beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est pas uniquement parce que voilà, je me suis fait opérer. C'est vraiment parce que j'ai mis en place, au fur et à mesure de ces 12 derniers mois, plein d'habitudes différentes pour améliorer mon état mental. J'ai vraiment essayé des dizaines de choses différentes et j'ai vu ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et au final, j'ai réussi à mettre en place une routine, un certain mode de vie qui me permet de réguler mon état mental afin d'être au top malgré tout ce que j'ai subi. Toutes ces choses-là, je les ai appris. Je pense que j'ai lu des dizaines de livres. J'ai vu une dizaine de spécialistes différents entre les médecins, les psys, etc. J'ai même parlé à la psy de Johnny Depp, que vous avez peut-être vu au tribunal avec lui. J'ai été regarder des centaines de vidéos YouTube, j'ai été dans les moindres recoins d'Internet et j'ai surtout testé plein de choses sur moi-même en fait. Sans toutes ces choses-là que j'ai découvertes, j'aurais jamais survécu l'année passée. Et je le dis dans le sens littéral du terme. Et puis aujourd'hui, je sais que voilà, si je me laisse aller, que j'arrête de faire toutes ces choses-là, j'entre direct en dépression, en anxiété. Donc cette sensibilité exacerbée que j'ai eue, en fait, elle m'a poussé à apprendre des choses qui ont une valeur énorme. Je sais que même si demain je suis soigné à 100%, je vais continuer à utiliser ces stratégies. Parce que ces stratégies-là, quand vous allez mal, elles vous aident à vous sentir plus ou moins normal. Mais si vous les appliquez quand vous vous sentez déjà bien, elles permettent de se sentir ultra bien, ultra fort, ultra motivé, ultra efficace. Bref, d'être la meilleure personne que vous pouvez être. Du coup, on commence tout de suite. Je vais partager avec vous les 8 points clés qui peuvent vous aider à améliorer votre santé mentale. On commence par le premier point qui est tout simplement de contrôler que vous n'avez pas de problème de santé. La plupart du temps, quand on se sent pas bien mentalement, le problème vient aussi du mental. On a des mauvaises manières de penser, des traumatismes, des problèmes dans notre vie, etc. Mais dans certains cas, le problème peut venir de votre corps. Et malheureusement, beaucoup de psys, beaucoup de médecins, quand vous leur dites que vous avez de l'anxiété, quand vous leur dites que vous êtes déprimé, fatigué, que vous avez du brouillard mental, ils vont automatiquement penser que vous avez un problème mental. Mais ce qui peut se passer, et c'est ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que vos problèmes mentaux viennent en fait d'un problème physique, d'une maladie que vous avez. Même de manière générale, même si votre état mental est bon,
Je vous recommande fortement de faire un check-up parce que ça peut vous permettre de détecter des maladies avant qu'elles deviennent graves et même de soigner des maladies mineures qui sont pas graves mais qui au final fatiguent votre organisme et vous ralentissent dans la vie de tous les jours. Si aujourd'hui vous avez moins de motivation qu'avant, vous êtes plus fatigué qu'avant, vous avez moins bonne mémoire qu'avant, peut-être que c'est juste l'âge, mais ça peut aussi être le cas parce que vous avez un petit dérèglement hormonal, une petite maladie, etc. Du coup, en général, c'est toujours bien de tester les vitamines que vous avez dans le sang, les minéraux que vous avez dans le sang, faire un CBC, Complete Blood Count. Je ne sais pas ce que c'est le nom en français, mais en gros, c'est un relevé de votre sang, du nombre de globules que vous avez, etc., etc. Vous pouvez aussi faire un test pour les métaux lourds, pour la flore intestinale et aussi pour les hormones, notamment de la thyroïde. Donc, je vous recommande fortement d'avoir un médecin qui vous suit une fois par an. Vous faites des tests, vous regardez directement avec lui et ça va vous permettre d'être sûr qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vous recommande aussi de tester plusieurs médecins. Il y a énormément de médecins qui ne prennent pas leur travail au sérieux. Ils vont vous examiner entre deux patients comme ça rapidement et ils vont vous dire que vous êtes trop fatigué. Alors que, en fait, peut-être qu'en faisant des tests supplémentaires, on arrive à détecter quelque chose. Du coup, je vous recommande vraiment de chercher le bon médecin, regarder les avis, peut-être même prendre rendez-vous avec plusieurs médecins pour trouver quelqu'un avec qui vous avez de l'affinité. Et puis, peut-être aussi de vous renseigner un petit peu sur Internet, etc. Parce que personne ne prendra votre santé aussi au sérieux que vous-même. Finalement, c'est aussi très important, surtout si vous avez de l'anxiété, de ne pas devenir non plus parano. Quand on va chercher sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Et il y a même beaucoup de personnes qui sont hypocondriaques et qui pensent en fait qu'ils ont en permanence une maladie alors qu'ils n'ont rien et qu'en fait le problème est juste dans leur tête. Donc faites attention à pas tomber là-dedans non plus, mais je pense que c'est important de se sentir responsable de sa propre santé et de se renseigner soi-même et de pas tout simplement suivre l'avis du premier médecin sur lequel on est tombé. Donc vous faites tous ces tests, s'il y a un problème, vous le fixez et si tout est bon, aucun souci, eh bien, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape pour améliorer votre santé mentale, ça va être de mettre en place de bonnes habitudes. Il y en a des tonnes, mais je vais vous lister celles qui ont eu vraiment un impact positif sur moi-même et qui sont validées par le plus grand nombre d'études. La première habitude, c'est le sport. Le sport, ça va augmenter votre durée de vie, ça va éviter un grand nombre de maladies, mais ça va aussi et surtout libérer des endorphines et de la dopamine. Et en d'autres termes, ça va tout simplement vous faire vous sentir mieux. Si vous êtes anxieux, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous êtes déprimé, la première chose à faire, c'est de commencer à faire du sport tous les jours. Ça peut être aller à la salle, ça peut être faire de la boxe, ça peut être aller nager, faire du water polo, jouer au foot, c'est égal. Faire de l'effort physique, ça a un impact prouvé et significatif sur votre santé mentale. Donc si vous vous sentez pas bien, faites-le. Et un des plus gros problèmes qu'il y a quand on a de l'anxiété, quand on a de la dépression, c'est qu'en fait, l'anxiété et la dépression, ça vous empêche de faire les actions qui vous permettraient de sortir de l'anxiété et sortir de la dépression. C'est un peu le chat qui se mord la queue. Du coup, la seule solution, c'est au bout d'un moment de se faire violence et de se dire « Oui, je suis anxieux, je suis pas bien, j'ai envie de rester dans mon lit, mais je vais quand même en sport. Oui, je suis déprimé, tout est triste, j'ai rien envie de faire, ma vie elle sert à rien, mais je vais quand même au sport. » Et vous vous rendrez compte que si vous vous forcez à le faire, ne serait-ce que pendant une semaine, eh bien, ça va peut-être pas résoudre tous vos problèmes, mais vous allez au moins vous sentir 30, 40, 50% mieux. Deuxième habitude à absolument mettre en place, c'est de se lever le matin et sortir de son lit. Quand on est anxieux, quand on est déprimé, on veut pas sortir du lit, on reste sur son phone. Sur TikTok, c'est super dur. Mais vraiment, je l'ai testé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Juste se forcer, d'avoir un réveil chaque matin, se lever et sortir du lit, ça fait toute la différence. Un autre truc qui est vraiment bien, c'est d'aller se balader. Sans téléphone, sans musique, juste se balader, si possible dans la nature pendant 30 minutes. Je me souviens vraiment d'être au fond du trou ultra stressé et d'avoir 5-10 minutes de répit à la fin de ma balade. Je sais pas ce qui se passe quand on est dans la nature, quand on se balade, ça nous vide l'esprit, ça arrête le stress, ça nous permet de nous recentrer et je vous recommande vraiment de le faire tous les jours. En plus de ça, les douches froides, désolé, j'en parle tout le temps, mais voilà, ça aide énormément aussi, surtout le matin, ça enclenche la machine, ça distribue de la dopamine et ça va fortement améliorer votre humeur. Je recommande aussi de faire de la méditation, juste se poser 5-10 minutes, écouter une application de méditation comme Headspace, comme Calm, ça va vraiment vous aider. Moi, j'ai fait la grosse erreur d'arrêter de méditer pendant cette période parce que j'avais lu justement que trop méditer, faire de la méditation, ça pouvait créer de la déréalisation. Il y a certaines personnes qui ont de la déréalisation à cause de la méditation, mais en général, c'est quand ils font des énormes retraites, ils méditent pendant des jours et des jours. Et du coup, en fait, j'ai arrêté et c'était une énorme erreur parce que quand j'ai recommencé, j'ai vu une différence très positive. Du coup, je vous recommande vraiment de le faire. Et puis, en particulier, si vous avez un problème avec la dépression, vous êtes triste, malheureux, il y a tout qui est noir, il y a tout qui est sombre, vous n'avez plus aucune motivation, et un exercice qui m'a
énormément aidé dans ces jours très difficiles, c'était la gratitude. C'est super difficile quand on est dans un état de déprime, se forcer à trouver des choses positives dans notre vie et pour lesquelles on doit être reconnaissant. Et vraiment se forcer à ressentir de la gratitude. Et je me souviens que c'était presque impossible pour moi. Dans certains moments, j'ai eu certaines phases où je n'arrivais plus à sourire. J'étais tellement déprimé que même si je me forçais, vraiment, hein, même si je me disais que je gagnais 1 million, si j'arrivais à faire un vrai sourire, j'arrivais plus à activer les muscles de mon visage qui me permettaient de faire un vrai sourire. Le seul truc que je pouvais faire, c'était ça. Et dans ces moments-là, en fait, pour me débloquer, pour me sortir de cet état, je me forçais vraiment à ressentir de la reconnaissance. Donc, par exemple, j'allais me dire, putain, mes 2 parents, ils sont en vie. Et j'allais m'imaginer pendant quelques secondes comment ça doit être de vivre quand on n'a pas de parents, quand on n'a pas de frères. Et de me dire, putain, ça pourrait être le cas. Parce que quand on est déprimé, un des trucs auxquels on devient très bon, c'est s'imaginer le pire. Et donc, j'arrivais à m'imaginer le pire, j'arrivais à m'imaginer dans cette situation-là. Et du coup, à faire le parallèle et à me dire, putain, la chance que j'ai d'avoir ma famille qui est en vie. Ou bien de me dire, la chance que j'ai d'avoir des business qui tournent, d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir des potes, de pouvoir vivre voilà, dans un bel endroit. Ou même des trucs tout cons. Je me souviens, un jour, je rentrais chez moi, j'étais allé faire une balade, j'étais allé faire ma routine du matin et tout, mais je me sentais quand même au fond du bac. Et juste là, je marche, il y a un des membres du personnel de ma tour, il y a des sécu en bas, qui me fait un grand sourire et il me dit bonjour. Et je sais pas, j'ai ressenti de la gratitude juste à ça, genre. Et juste, c'est stupide, hein, mais de me dire, putain, je suis reconnaissant d'avoir des gens gentils qui me disent bonjour quand je les croise dans la rue, ça m'avait sorti de cet état mental de merde. Donc personnellement, j'écris dans Excel, donc Google Sheets tous les jours. 3 trucs pour lesquels je suis reconnaissant. Des petits trucs perso, business, etc. Et ça peut paraître con, hein, mais il y a de nombreuses études, genre c'est un des trucs qui marche le mieux. Faire cet exercice de gratitude, ça active une certaine connexion dans les neurones, un certain cheminement de neurones. Et en fait, c'est le cheminement qui est presque inverse au cheminement de la déprime. Et donc en fait, ça force le cerveau à changer de manière de fonctionner. Donc ça marche très bien. Et si vous ne l'avez jamais fait, que vous vous sentez mal, vraiment essayez pendant une semaine et forcez-vous vraiment, en plus d'écrire la chose, de vraiment ressentir ce sentiment de gratitude parce que c'est ça qui fait toute la différence. Donc voilà pour la 2e étape qui va aussi vraiment faire une grosse différence. Et je le répète encore une fois, hein, même si aujourd'hui vous allez déjà bien, ça va vous permettre d'aller très très bien. Et ça fait une énorme différence. 3e étape, c'est supprimer toutes les choses qui empirent votre état. Donc j'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, mais le porno par exemple, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Toutes ces choses-là, en fait, ça libère de la dopamine sans que vous ayez eu à fournir un effort avant. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Parce que quand on est déprimé, quand on est anxieux, quand on n'est pas bien mentalement, c'est souvent parce qu'on n'a pas assez de dopamine. Et donc, si on la gaspille en plus en faisant ces choses-là, c'est la meilleure recette pour se retrouver extrêmement dans le mal. Et encore une fois, c'est très difficile parce que quand on n'est pas bien, le seul truc qu'on a envie de faire, c'est faire passer le temps en étant sur TikTok. Mais en fait, on se rend pas compte, on entre dans une boucle infernale négative. Donc, forcez-vous, pendant quelques jours, vous arrêtez les réseaux sociaux, vous arrêtez le porno, vous arrêtez les jeux vidéo, vous arrêtez toutes ces conneries, même si c'est dur, et vous allez voir, comme par magie, vous allez vous sentir un petit peu mieux. Mais il faut vraiment comprendre que c'est parce que vous avez arrêté ces choses-là et utiliser ça pour continuer à ne pas le faire dans le futur. Et puis aussi, un gros truc qu'il faut arrêter de faire, c'est négliger son sommeil. Moi, le problème que j'avais, c'est que j'étais tellement stressé, j'étais tellement anxieux que je ne pouvais pas dormir. Je pense que ça m'est arrivé pendant des périodes de 4-5 jours de presque pas du tout dormir. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vivais des trucs ultra chelous pendant mon sommeil. Genre, j'ai l'impression de ne pas dormir, mais je dormais. C'est indescriptible. Et c'est courant chez les personnes qui ont énormément d'anxiété. Je me réveillais aussi au milieu de la nuit ultra stressé, genre comme si j'avais l'impression qu'on allait me tuer. Et le problème, c'est qu'à nouveau, c'est un cercle vicieux en fait. Le cerveau a besoin de sommeil pour pouvoir récupérer, pour pouvoir fonctionner normalement, mais vu qu'on n'est pas dans un état normal, on ne peut pas dormir, etc., 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 etc. Donc vraiment prioriser le sommeil, une douche chaude, tiède avant d'aller dormir, pas une douche froide. Pour le coup, c'est mieux une douche chaude, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Une chambre assez froide, pas de lumière dans la chambre, vraiment faire en sorte qu'on ne vous réveille pas. Lire un livre audio avant de dormir, se réveiller et se coucher tous les jours à la même heure. Aller prendre le soleil dès qu'on se réveille le matin pour régler son rythme circadien. Toutes ces choses-là, ça aide énormément. Si vous arrivez vraiment pas à dormir, ça peut aider de prendre peut-être de la mélatonine ou un autre médicament afin de vraiment dormir. Genre si ça fait 3-4 jours que vous n'avez pas dormi, il faut prioriser ça, même quitte à prendre un somnifère une fois pour vraiment pouvoir récupérer. Donc voilà pour la 3e étape. Et d'ailleurs, j'en profite. Si vous avez des astuces, si vous avez des trucs qui vous ont aidé personnellement par rapport à tout ça, mettez-le maintenant dans les commentaires. Ce serait énorme si on pouvait faire un espèce de guide collectif où chacun met les meilleures choses qui l'ont le plus aidé parce qu'on est tous différents, on a tous des expériences différentes. Et vraiment, mon but avec cette vidéo, c'est d'aider le maximum de personnes. C'est vraiment la vidéo
vidéo que j'aurais aimé voir quand j'étais dans cette période difficile de ma vie. Et j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo. C'est quelque chose d'ultra personnel. J'avais pas envie d'en parler, mais j'ai réussi à me forcer en me disant que peut-être j'allais réussir à aider quelques personnes. Je me suis dit, je m'en fous du nombre de vues qu'elle fait cette vidéo. D'ailleurs, tout l'argent que je récolte, si elle est monétisée, je donnerai à une association pour la santé mentale. Donc vraiment, si vous pouvez participer et mettre dans les commentaires une liste des choses qui vous ont le plus aidé, ce serait juste incroyable. Et puis aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez quelqu'un de votre famille, un de vos proches qui va pas bien, afin qu'il puisse la regarder, que ça puisse l'inspirer pour l'aider au maximum dans cette période difficile. On passe à la 4e étape, ça va être d'améliorer son alimentation. On s'en rend pas compte, mais il y a tellement de personnes aujourd'hui qui souffrent d'anxiété, qui souffrent de dépression, qui ont des troubles de l'attention, des troubles de mémoire, brain fog, la fatigue mentale, etc. Juste parce qu'ils mangent quelque chose qu'ils ne supportent pas. Genre, c'est dingue. Moi, personnellement, en fait, la plupart de mon problème, il venait du fait que j'avais trop de calcium dans le sang. Donc certes, j'avais ce dérèglement de l'hormone, mais aussi, en plus de ça, quand je mangeais des produits laitiers, où il y a beaucoup de calcium, ben, ça empirait la chose. Et en fait, moi j'allais au sport parce que le sport ça m'aidait, mais quand j'allais au sport je prenais un shake de prot. Le shake de prot il est fait à base de lait et dedans il y avait plein de calcium. J'avais aussi lu quelque part que c'était bien de boire un verre de lait pour s'endormir. Du coup je buvais un verre de lait avant de m'endormir et du coup ça faisait augmenter le calcium et c'est notamment pour ça que j'arrivais pas à dormir. En Islande, les pires jours de ma vie, en fait c'était le cas parce que je bouffais du fromage tous les jours au petit déjeuner. Donc moi c'est un cas très spécifique avec le lait, mais il y a plein de gens qui ont ça avec le gluten, qui ont une allergie à un certain aliment, etc., etc. C'est pour ça notamment que des régimes extrêmes, type le fait d'être végétarien, le fait de faire un carnivore diet, donc manger que de la viande, en fait ces trucs-là ils marchent, pas parce que la viande ça résout tous les problèmes ou les légumes ça résout tous les problèmes. En fait il y a certaines personnes qui peut-être supportent pas les produits laitiers, supportent pas les œufs ou un certain type de viande, et quand ils deviennent végétariens, ils arrêtent de manger cette bouffe, et du coup ils vont beaucoup mieux. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont végétariens, mais en fait non, c'est parce qu'ils ont juste arrêté de manger, je sais pas, du lait alors que ça leur convenait pas. À l'inverse, il y a des gens qui font un carnivore diet, du coup qui se mettent à manger que de la viande et qui vont beaucoup mieux. C'est pas parce que la viande résout tous les problèmes, c'est probablement parce qu'il y a un certain type de légumes, un certain type d'hydrates de carbone qui ne leur convenait pas. Du coup, ce que je vous recommande vraiment, même si vous sentez bien, c'est d'aller faire un test d'intolérance, un test d'allergie. C'est une petite prise de sang, vous pouvez les commander en ligne, ça coûte pas trop cher et ça vous permet de voir quelle nourriture vous supportez mal. Ensuite, voilà, pendant quelques semaines, quelques mois, vous essayez d'arrêter de manger ce type de nourriture et vous regardez si ça s'améliore. Vous pouvez aussi essayer de tester différents régimes. Vous êtes vegan pendant une semaine, vous mangez que de la viande pendant une semaine vous mangez keto, etc. Et au final ça coûte rien. Mais juste voilà, pendant le prochain mois, chaque semaine vous prenez un régime différent et vous analysez comment vous vous sentez. Et je pense que pour la majorité d'entre vous, la majorité des personnes dans le monde, en fait vous pouvez fortement améliorer la manière dont vous vous sentez en changeant ce que vous mangez. Faites aussi attention de manière générale, les produits laitiers, il y a très peu de personnes qui supportent vraiment ça. Le gluten, les carbs, les hydrates de carbone simples, c'est de manière générale, il y a plein d'études qui montrent que c'est pas bon pour nous, les sucres rapides aussi. Faites gaffe aussi aux métaux lourds, type si vous mangez trop de poissons, surtout les gros poissons, le thon, etc. C'est pas bon pour vous. Et je vous recommande aussi de prendre divers compléments alimentaires, notamment la vitamine D. Si vous faites une prise de sang, comme je l'ai dit au début, vous allez remarquer si vous n'en avez pas assez. Si vous avez notamment la peau noire, c'est très probable que vous soyez en manque de vitamine D, donc prenez des suppléments de vitamine D. Les oméga 3, ça améliore votre santé de manière générale. Il y a très peu de personnes qui en ont assez. Prenez-en aussi le zinc, magnésium, calcium, à moins que vous soyez dans le même cas de figure que moi, etc., etc. Mais bon, vous pourrez vraiment avoir quelque chose de plus adapté en fonction de la prise de sang que vous faites. La 5e étape pour améliorer comment vous vous sentez, ça va être d'arrêter de prendre de la drogue. Et par drogue, j'entends bien sûr la coke, l'héroïne, etc. Mais je parle aussi de la weed, je parle aussi de l'alcool, je parle aussi des cigarettes, des puffs, de la chicha, etc. Je parle aussi de la caféine et je parle aussi et même de certains médicaments. Attention, c'est que mon avis personnel et ça dépend fortement de votre situation, mais je pense qu'il est important de comprendre quelque chose. Il y a un principe important du corps et du cerveau qui s'appelle l'homéostase. Le corps et le cerveau va toujours essayer de retomber vers un même équilibre. Du coup, quand on le perturbe, quand on lui apporte un stimuli supplémentaire, le cerveau il s'habitue. Un exemple simple à comprendre, c'est celui des drogues dures, par exemple. La MDMA ou la cocaïne, qu'est-ce que ça va faire? Ça va libérer énormément d'hormones, de neurotransmetteurs du plaisir, type sérotonine, dopamine, dans votre cerveau. Du coup, c'est assez intéressant. Je me suis fortement intéressé à la psychologie pendant toute cette période afin d'essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et c'est fascinant comment fonctionne le cerveau et comment fonctionnent les médicaments, les drogues, etc. Par exemple, si on veut être précis, la MDMA, ça va faire sécréter plus de ces neurotransmetteurs, donc plus de sérotonine, plus de dopamine,
plus de norépinéphrine, etc. Du coup, le cerveau, il voit qu'il y a plus de ces neurotransmetteurs. La première fois, waouh, c'est super, la personne qui a pris de la drogue, elle se sent super bien. La deuxième fois, elle se sent de nouveau super bien. Mais au bout de la 50e fois, eh bien, ça fait presque aucun effet. Et c'est pour ça que quand on voit des personnes qui sont droguées, au final, elles ont besoin de leur drogue juste pour se sentir normaux. Parce qu'en fait, le cerveau est revenu à l'homéostase. Il s'est tellement habitué à ces stimuli que maintenant, quand il n'y a pas de prise de drogue, il se sent en dessous et qu'il y a besoin de la prise de drogue pour se sentir normal. Et en fait, ça paraît logique avec de la drogue, de l'héroïne, de la MDMA ou la coke méchant. Mais en fait, ce fonctionnement-là, il fonctionne avec tout ce qu'on va ingérer. Donc, c'est aussi la même chose avec l'alcool, c'est aussi la même chose avec la cigarette, c'est aussi la même chose avec la caféine. La caféine, ça réveille, mais le cerveau, il s'habitue, il faut toujours plus de café. Et au bout d'un moment, si on ne prend pas de café, on se sent mal. Et là où beaucoup de gens ne font pas le parallèle, c'est que c'est aussi la même chose avec les médicaments. L'alcool, par exemple. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va libérer plus de dopamine et ça va aussi renforcer un neurotransmetteur qui s'appelle GABA. Donc, c'est un espèce d'inhibiteur et ça vous permet justement de vous sentir relaxé. Ça calme l'activité de votre cerveau, en gros. Ok. Maintenant, on va regarder le fonctionnement d'un somnifère ou d'un anxiolytique, type benzodiazépine. C'est les trucs qu'on vous donne quand vous n'arrivez pas à dormir, quand vous êtes anxieux, etc. Eh ben, qu'est-ce que ça fait? Ça va aussi renforcer le GABA. Et en fait, plein de gens ne sont pas au courant. Les somnifères, les anxiolytiques, c'est presque comme de l'alcool. La seule différence, c'est que l'alcool, on le boit pour s'amuser et l'anxiolytique, il est prescrit par un médecin. Mais si tous les jours, vous prenez votre anxiolytique avant de dormir et vous en avez besoin, eh ben, vous avez une tolérance qui se crée et au final, vous êtes dépendant. Tout comme un alcoolique. Au final, votre cerveau, sur le long terme, il se fait modifier, il se fait détruire par la prise d'une drogue. Un autre exemple, la cocaïne. La cocaïne, ça va empêcher ce qu'on appelle la reuptake en anglais, donc l'absorption en gros de la dopamine, le neurotransmetteur qui est dans le cerveau. Donc il se fait utiliser une fois et ensuite après il se fait absorber, il se fait supprimer. Faites attention, je simplifie, la science n'est pas parfaite, c'est juste une image pour que vous compreniez. Du coup, la cocaïne empêche ce reuptake. Elle empêche le neurotransmetteur de dopamine d'être en gros supprimé. Du coup, ce neurotransmetteur il reste dans le cerveau et ça crée du coup toujours plus de plaisir, toujours plus de joie chez la personne qui est coquée. Maintenant, si on regarde un antidépresseur, un SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, on l'entend dans le nom, ça empêche en fait le reuptake, donc l'annulation du neurotransmetteur de la sérotonine cette fois, et non pas de la dopamine. Donc en fait, entre un antidépresseur et de la coke, c'est juste le type de neurotransmetteur qui change, mais le fonctionnement c'est le même. Et on va nous faire croire qu'à long terme, il n'y a aucun effet néfaste à prendre des antidépresseurs. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, mais personnellement, j'ai l'impression que le cerveau va toujours chercher l'homéostase. Et que donc, utiliser une drogue, parce que les médicaments, c'est aussi une drogue au final. Et d'ailleurs, en anglais, on dit drugs pour les deux. C'est une molécule qui vient altérer le fonctionnement de notre cerveau. Et bien, à long terme, ça va créer des dérèglements. Et dans certains cas de figure, c'est mieux de prendre le médicament. Je dis pas le contraire. Les antidépresseurs, ça a dû sauver des millions de vies. Et personnellement, si mon état avait continué comme ça, j'en aurais pris des antidépresseurs. Je suis vraiment pas en train de dire aux personnes qui prennent des antidépresseurs d'arrêter d'en prendre, de ne pas en prendre si vous vous sentez vraiment pas bien et que votre médecin vous conseille. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que de manière générale, c'est de toute façon mieux de trouver une solution sans prendre de médicaments. Et c'est pour ça que je me suis laissé 1 an à essayer tout ce que je pouvais, toutes les stratégies qui existent sans prendre de médicaments et que je vous recommande aussi, si vous avez la force mentale, d'essayer sans. Et si aujourd'hui vous êtes sous médicaments, faites super attention parce que arrêter ces médicaments d'un coup, c'est une des pires choses que vous pouvez faire et ça peut du coup vous mettre dans des états mentaux très compliqués. Donc faites super attention. Je pense que les médicaments, c'est une aide incroyable. Mais dans la mesure du possible, il faut les utiliser de manière temporaire. On prend un anxiolytique quand on n'a pas dormi depuis 4 jours et qu'on se sent vraiment pas bien, on en prend peut-être un ou deux, mais après on arrête d'en prendre le plus rapidement possible. On prend des antidépresseurs si on a vraiment une période très difficile, qu'on n'arrive pas à sortir de notre dépression. Mais au bout de quelques mois, quelques années, on essaye d'en sortir gentiment, on essaye de mettre en place d'autres habitudes à la place. Et je trouve ultra dommage qu'aujourd'hui, parce que ça a été le cas pour moi, la première solution avant même d'essayer quoi que ce soit, que vont donner la plupart des psychiatres, c'est tiens, prends ce médicament, prends cet antidépresseur. Alors même qu'on peut devenir dépendant toute sa vie et que potentiellement on aurait pu trouver une solution sans passer par le médicament. Quant à l'alcool, la weed, etc., si vous avez le moindre problème de santé mentale et même de manière générale, je vous en supplie, arrêtez d'en consommer. Ça détruit, ça érode votre cerveau. Le cerveau, c'est la chose avec la plus grande valeur que vous avez. Vous êtes en train de le détruire à long terme pour toute votre vie, juste pour avoir un petit peu de plaisir momentané. Et si vous le faites, personnellement, je bois encore un petit peu d'alcool de temps en temps. Faites-le vraiment juste de temps en temps. En tout cas, pas tous les jours. Si possible, pas tous les week-ends et en quantité limitée. 6e étape pour améliorer votre santé mentale, ça va être de faire de la CBT. CBT en anglais, Cognitive Behavioral Therapy. C'est, je pense, la méthode qui a de manière scientifiquement prouvé le plus de chances d'améliorer votre état mental. Que ce soit de l'anxiété,
que ce soit de la dépression ou n'importe quel autre trouble de l'humeur. Qu'est-ce que c'est la CBT? C'est une thérapie qui est basée sur le fait que les comportements, les pensées et les émotions sont étroitement liés et s'influencent entre eux. En gros, vous pouvez avoir une pensée négative, j'aime pas ce que je fais dans la vie, qui va créer une émotion négative, je suis déprimé, j'ai rien envie de faire, et ça va créer un comportement négatif. Du coup, je reste dans mon lit et je ne fais rien. Mais ensuite, en fait, le problème, c'est que l'émotion négative, elle peut créer une pensée négative. Le comportement négatif, il peut aussi créer une pensée négative. En fait, on a une boucle infernale qui n'en finit jamais. La CBT, c'est une méthode qui vise à agir sur ces 3 points afin d'éviter toutes ces boucles négatives et nous aider à s'en sortir justement en jouant là-dessus. Il y a 3 parties principales de la CBT. Le fait de challenger les pensées négatives, le fait de changer ses comportements et le fait de développer des compétences en gestion d'émotions. Comment est-ce qu'on fait pour challenger les pensées négatives? Premièrement, il va falloir les identifier. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle un log. Par exemple, moi, j'ai sur mon ordinateur un fichier. Tous les jours, je vais écrire au minimum une pensée négative que j'ai eue. Et ensuite, le but, c'est de déconstruire cette pensée négative afin de comprendre pourquoi elle est fausse. Et il y a plusieurs techniques pour le faire. Parce que quand on est dépressif ou quand on est anxieux, on pense d'une manière qui est ultra biaisée en fait et qui est fausse. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on est dans cet état. Prenons un exemple. Je vais jamais réussir à trouver une situation professionnelle que j'aime dans ma vie. Le but, ça va être de trouver des arguments pourquoi cette pensée-là est fausse. Une des techniques qu'on peut utiliser, c'est de penser quelle est la chose la plus probable. La chose la plus probable, c'est peut-être qu'on va pas trouver le job de ses rêves, mais on va pas non plus sombrer et finir dans la pire position professionnelle. C'est possible que ça aille raisonnablement mieux dans le futur. En réalité, c'est le plus probable. Du coup, on peut penser ou même écrire, personnellement je le fais dans mon truc Google Sheet, c'est statistiquement probable que ma situation professionnelle s'améliore au cours des prochaines années. On peut aussi penser aux preuves, essayer de trouver des raisons, des preuves qu'on a dans notre vie ou dans la vie en manière générale que ça va s'améliorer. Il y a 1 an, il y a 5 ans, j'étais dans une position encore pire qu'aujourd'hui. J'ai déjà fait du progrès. Ça peut être quelque chose de positif. J'ai commencé à me former et j'ai commencé à postuler pour un nouvel emploi. Du coup, j'agis et probablement que du coup, ça va aussi s'améliorer dans le futur. Mes collègues me disent toujours que c'est un plaisir de travailler avec moi. Du coup, probablement que j'ai un avenir dans la sphère professionnelle, etc., etc. Juste penser à toutes les choses positives qui montrent qu'en fait, c'est pas si négatif que ça. Et se forcer à le faire parce que malheureusement, c'est très difficile quand on est justement dans un état dépressif. Et un autre truc qui marche trop bien, c'est de s'imaginer quelqu'un en face de nous qui vient vers nous et qui nous raconte exactement le même problème qu'on a en ce moment. Typiquement, je m'imagine Bertrand qui vient vers moi et qui me dit « Ouais Yomi, je suis trop mal, j'aime pas ma situation professionnelle, j'ai l'impression que je vais jamais rien réussir à faire de ma vie. » Et quand c'est une autre personne, en fait, on se rend compte qu'au final, c'est pas si grave le problème et que ça va probablement s'améliorer et qu'il est probablement en train de trop se prendre la tête. Mais quand c'est nous, on n'arrive pas à s'en rendre compte. C'est pour ça que c'est un super exercice. Deuxième étape, ça va être d'agir sur les comportements. Donc on challenge les pensées négatives et maintenant on va essayer de changer les comportements directement. Donc typiquement, on va implémenter des habitudes positives pour notre santé mentale, comme toutes celles dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, et on va supprimer tous les comportements négatifs, comme tous ceux qu'on a mentionnés plus tôt aussi. Typiquement, pas se lever le matin, et rester sur TikTok, pas sortir de chez soi et pas avoir de relations sociales parce qu'on se sent pas bien, etc., etc. C'est super important parce que, comme on l'a dit avant, il y a ces spirales négatives. Par exemple, un truc tout con, vous allez boire une bière parce que voilà, il y a une bière chez vous, puis le soir vous vous dites ah tiens, je bois une bière. Vous buvez la bière, du coup vous vous mettez à regarder un film alors que vous deviez dormir. Le film se transforme en un film plus du TikTok. Vous vous couchez à 2h du matin, vous vous relevez le lendemain matin, vous êtes fatigué, du coup vous restez dans votre lit, vous restez sur TikTok. Vous allez pas au travail, vous vous sentez coupable parce que vous n'êtes pas allé au travail. Du coup le soir d'après vous vous remettez à boire, etc., etc. Et en fait, au final, juste une bière, un seul comportement, il vous a défoncé une semaine. C'est pour ça que c'est super important. Une petite action négative peut avoir des conséquences ultra néfastes quand on se rend compte justement que les comportements, les pensées et les émotions sont liés entre eux et du coup renforcent leur influence sur vous au final. Un autre truc qui est super important, c'est de faire les bonnes habitudes et résister à la tentation de faire de mauvaises habitudes, même si on se sent mal. Le gros problème des émotions, c'est qu'elles nous ensorcellent, entre guillemets. Elles vont nous faire penser que quelque chose de mauvais est en fait positif. Quand on est énervé, on se dit que casser la table, c'est une bonne idée. Ça va nous défouler, au final, ils l'ont mérité, que je casse la table, je me venge, etc. Alors que, voilà, 1 heure plus tard, ou le lendemain, on se rend compte que c'est complètement débile. De la même manière, si on est un peu déprimé, on se sent pas bien, etc., on se dit ah tiens, boire une bière, ça va m'aider. Au final, je l'ai mérité, je suis pas bien. Il y a toutes ces choses horribles qui m'arrivent, du coup, je peux bien au minimum avoir une bière, etc. Et ben, ça paraît logique quand on est triste, mais au final, c'est pas parce qu'on n'est pas bien qu'on doit faire un truc qui va nous faire nous sentir encore pire. Et encore un autre exemple que j'ai vécu des dizaines et des dizaines de fois. J'ai déjà rien foutu de la journée parce que je suis déprimé, je suis anxieux, je suis pas bien. Et je sais pertinemment qu'il faut que j'aille à la salle, mais j'y vais pas. Je me dis non, ça sert à rien. De toute façon, je suis pas bien, ça sert à rien, j'irai plus tard. Nanana. Au final, je me force, alors que je n'ai pas envie d'aller à la salle.
je finis ma séance et j'ai l'esprit clair, je me sens bien. J'ai plus d'anxiété, plus de dépression. Et je ne comprends pas, mais alors je ne comprends pas pourquoi je suis pas allé à la salle 3, 4, 5 heures plus tôt au lieu de bousiller ma journée à rien foutre dans mon lit et me sentir mal. Finalement, un truc qui peut aussi aider pour éviter les comportements négatifs, c'est de supprimer ce qu'on appelle les triggers. En fait, tout comportement négatif est déclenché par quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on pense. Typiquement, on va boire la bière parce qu'on ouvre le frigo et on voit une bière. On va envoyer un message à notre ex parce qu'on voit une story passer sur Instagram. En fait, pour ce genre de truc, la meilleure solution, c'est d'enlever le déclencheur, le trigger. On va cacher les bières ou même arrêter d'avoir des bières chez nous. On va bloquer son ex sur Instagram. On va supprimer l'application TikTok de son téléphone, etc., etc. Finalement, la dernière chose que la CBT nous apprend pour aller mieux, ça va être de développer des compétences en gestion d'émotions. Ça va nous permettre, quand on ressent une forte émotion, de nous calmer, de la surmonter et d'en sortir plus fort. La première technique, c'est la respiration. Donc, il y a tout ce qui est méditation, etc. Mais en plus de ça, il y a un truc qui s'appelle le box breathing. C'est un truc qui est utilisé notamment par les soldats américains et ça aide énormément. Personnellement, je me souviens, quand j'avais des crises d'anxiété, c'était le truc que je faisais et ça m'a sauvé. Ça m'a vraiment sauvé. Et le box breathing, il y a des vidéos sur YouTube. Vous tapez box breathing. En gros, vous respirez. Et vous respirez en pensant que vous faites le tour d'une boîte. Donc, vous inspirez, vous pensez que ça monte. Vous tenez, vous expirez, vous tenez, vous inspirez et vous faites ça pendant 5 minutes. Ça peut paraître con, mais juste de faire ça pendant 5 minutes en étant 100% concentré sur le box breathing, ça va en fait physiquement activer la partie parasympathétique du cerveau, ce fera, qui en fait va nous permettre de nous sortir de cette émotion de fight or flight. Vous savez, on a dans le cerveau un mécanisme, quand il y a un stress, qui va nous dire soit il faut fuir, soit il faut combattre. En fait, quand on a de l'anxiété, c'est cette partie du cerveau qui est suractivée. Et du coup, de respirer comme ça va signaler au cerveau qu'il n'y a pas de situation de combat ou de fuite. Et donc, nous permettre d'enlever le stress et recommencer à réfléchir normalement. On a parlé plutôt de la gratitude aussi. C'est un peu le même type de hack. Ça permet de changer la manière dont on réfléchit afin de sortir d'un épisode dépressif. Un truc qui aide aussi, c'est de se mettre dans des situations sociales. Quand on n'est pas bien, on est déprimé, on n'a pas envie de réfléchir, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de rigoler, etc. Mais si on est avec 2 autres personnes, en fait, c'est mal poli de ne pas rigoler, de ne pas se mettre dans la discussion, etc. Et je sais que moi personnellement ça m'a souvent aidé de me forcer, même si c'est le dernier truc que j'ai envie de faire, de sortir de ma chambre et d'aller parler à mes potes qui sont avec moi et du coup je rigole, même si je le fais ultra contre-cœur parce que au fond de moi j'ai envie de mourir, mais vu que je suis censé rigoler dans cette situation, je rigole et en fait au bout de 30 minutes, 1 heure, je me sens beaucoup mieux. Donc se forcer de se mettre dans des situations sociales, c'est aussi une manière de mieux gérer ses émotions. Un autre truc qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est que j'ai vu dans une vidéo que l'extrême majorité des gens qui avaient de la déréalisation, de l'anxiété, de la dépression, ils se sentaient mieux dans les 6 mois. Donc même si aujourd'hui vous êtes dans un état de merde, même si ça fait 1 an, même si ça fait 5 ans au final, dites-vous que la majorité des gens s'en sortent, que pour la majorité des gens, au bout d'un moment, ça va mieux. Et ça vous permet de garder espoir. Un autre truc qui aide quand vous êtes ultra anxieux, crise de panique, dépression, etc., c'est de se dire et se rendre compte que notre cerveau ne fonctionne pas normalement et de juste laisser passer. Et arrêter de prendre au sérieux toutes les émotions qu'on ressent. Quand on est dépressif, on se dit que notre vie c'est de la merde, qu'elle sert à rien, qu'il n'y a rien qui nous rend heureux, etc. Et on y croit, alors que c'est pas vrai. On a déjà vécu des années et des années en appréciant la vie et on va encore plus tard vivre des années et des années en profitant de la vie. C'est juste qu'en ce moment, notre cerveau bug et qu'on se sent pas bien, qu'on n'arrive plus à penser normalement et ressentir des émotions normales. Il faut juste attendre que ça passe. Même chose quand on est anxieux. On va avoir des pensées qui viennent en boucle. Ah, il y a ça qui va se passer. Ah, mais si ça se passe. Ah, mais ça c'est bizarre. Ah, mais est-ce que j'aurais pas dû faire ça, etc. Et s'obséder pour des petits trucs débiles. Mais on va prendre ça au sérieux sur le moment présent. Du coup, un des trucs qui m'a personnellement énormément aidé, c'est de me dire, Yumi, t'es anxieux, t'es en train de faire de la déréalisation, c'est juste ton cerveau qui bug, ça va partir. Et de absolument pas prendre au sérieux ce qui est en train de se passer dans mon cerveau. Un autre truc aussi qui aide énormément, en particulier pour l'anxiété, c'est d'accepter la souffrance. Il y a énormément d'anxiété qui vient du fait qu'on a peur d'être anxieux. En tout cas, c'était le cas pour moi. J'avais peur du fait que j'allais me sentir anxieux. Et en fait, cette peur-là, c'était de l'anxiété. Donc, c'est une boucle infernale. Du coup, le fait de me dire, je vais avoir de la déréalisation, je vais être anxieux. Et au final, j'en ai déjà eu, je suis toujours là, et ça va se passer, ça va être désagréable. Ça va peut-être durer extrêmement longtemps, mais je l'accepte. Ça peut être extrêmement libérateur. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'être dans l'action. On essaie toujours de régler les problèmes dans nos pensées quand on est dans ce genre d'état. Mais au final, souvent, c'est dans le corps qu'il faut régler les problèmes. Et quand on est stressé par rapport au taf, par rapport à notre vie, souvent, il faut juste faire la chose. Il faut juste se donner un coup de pied au cul et se forcer à faire la chose qu'on redoute. Et ça va nous libérer de notre anxiété. Il faut se forcer à aller à la salle. Il faut se forcer à parler à quelqu'un. Il faut se forcer à aller voir le psy. En fait, l'anxiété, la dépression, ces problèmes émotifs, ces problèmes
de santé mentale. Il nous pousse à rester dans nos pensées et les solutions, elles sont pas dans notre cerveau, hein. Elles sont souvent dans le monde réel. Donc rappelez-vous que la chose souvent qui peut vous aider le plus, c'est d'agir, faire quelque chose. Et puis finalement, il faut être combatif. Il faut être un putain de guerrier dans ce genre de situation. Il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé, c'est de se dire que si on est en enfer, la pire chose à faire, c'est s'arrêter d'avancer. Et malheureusement, la plupart des gens déprimés, ils sont dans leur lit, ils foutent rien. La plupart des gens anxieux, ils sont assis quelque part, ils foutent rien. Et ils se bloquent et ils restent dans l'enfer dans lequel ils sont. Toute cette douleur, toute cette souffrance, en fait, ça doit être un moteur pour vous pousser à trouver une solution et pas du tout quelque chose qui vous paralyse. Du coup, vous commencez à ressentir de l'anxiété, faites la chose qui vous rend anxieux. Vous commencez à ressentir de l'anxiété, allez méditer. Vous commencez à devenir dépressif, forcez-vous à ressentir de la gratitude. Faites une liste de 200 trucs pour lesquels vous ressentez de la reconnaissance. Et si vous avez cette attitude de battant, ça va peut-être pas régler tous les problèmes instantanément, mais ça va en tout cas clairement améliorer la chose. Je vous ai donné quelques exemples de CBT, mais c'est une discipline qui a été étudiée et qui existe depuis des dizaines d'années. Je vous recommande donc vraiment de vous former là-dedans. Il y a un livre qui est juste incroyable qui s'appelle Feeling Great. Je ne sais pas s'il existe en français. Vous pouvez taper sur Google pour essayer de le trouver en français. Il y a aussi un livre qui existe en français pour le coup, celui-là, qui s'appelle L'âme délivrée, un voyage au fond de vous-même. Je vous recommande vraiment de lire ces deux livres. Et puis de manière générale aussi d'aller voir un psy. Parce qu'un psy, 80% de ce qu'il va faire, c'est faire de la CBT. En fait, il va vous aider à changer vos comportements négatifs, à contrer vos pensées négatives et à manager vos émotions négatives. Il va vous enseigner la CBT, mais il va aussi être là en tant que partenaire pour vous aider à l'appliquer, vous poser les bonnes questions, etc. Et c'est pour ça que ça marche d'aller voir un psy en fait. C'est parce qu'il s'appuie sur de nombreuses méthodes comme la CBT qui sont scientifiquement prouvées et qui vous aident à vous sentir mieux. Il y en a de moins en moins, mais il y a toujours beaucoup de préjugés sur les psys. Je sais que j'en avais quand j'étais petit, mais c'est vraiment quelque chose qui marche. Surtout si vous en trouvez un bon. Et même si vous n'avez pas d'énormes problèmes, si vous avez juste un petit peu d'anxiété, vous êtes un petit peu déprimé, testez quelques fois, 2, 3, 4 fois. Au pire, si vous n'êtes vraiment pas convaincu, ne continuez pas. Mais il y a des gens qui peuvent vous aider et il y a des gens très compétents pour le faire. Donc ce serait dommage de ne pas les utiliser. 7e étape pour améliorer sa santé mentale, ça va être de changer sa vie. Il y a 2 écoles. Il y a plein de gens qui pensent que le bonheur, la manière dont on se sent, ça vient de l'intérieur. Ça vient de notre état mental. Du coup, ils se concentrent sur le sport, la méditation, la gratitude, le sommeil, etc., etc. Il y a une autre partie des gens qui pensent que le bonheur, ça vient de l'extérieur, de l'état de leur vie. Du coup, ils se concentrent sur gagner plus d'argent, améliorer leurs relations, améliorer leur situation professionnelle, personnelle, régler leurs problèmes, etc., etc. Mais je pense qu'en fait, ces 2 écoles ont tort. L'état mental, il vient pas que de l'extérieur. Sinon, ce serait impossible qu'il y ait des milliardaires qui se suicident et que j'ai certains de mes cousins au Nigeria qui sont 10 fois plus heureux que moi alors qu'ils gagnent 500 balles par mois. Je pense aussi que c'est faux de se dire que le bonheur, il vient uniquement de l'intérieur. Parce que c'est très difficile de mentir continuellement à son cerveau sur sa réussite personnelle. Et en général, c'est plus facile d'avoir des preuves dans le monde réel. Du coup, je suis convaincu que le mieux, c'est de faire les 2. Et dans cette vidéo, on s'est énormément concentré sur notre état mental, sur notre santé mentale, comment gérer nos émotions, etc., etc. Mais un truc qui peut aussi bien sûr énormément vous aider, c'est d'améliorer l'extérieur afin de vous mettre dans une situation qui vous plaise plus. Travailler pour être fier de vous, travailler pour améliorer vos relations, travailler pour améliorer sa qualité de vie, travailler pour supprimer les problèmes, les choses qui vous rendent anxieux, qui vous stressent. Mais attention, ne vous voilez pas la face. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui se disent « je serai déprimé, je serai anxieux tant que je ne serai pas super riche, je serai déprimé, je serai anxieux tant que j'aurai pas trouvé un copain, une copine, je serai déprimé, je serai anxieux tant que j'aurai ce taf, etc. » Ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a des personnes qui ont des situations bien pires que la vôtre et qui sont bien plus heureux que vous. Du coup, appliquez tout ce qu'on a vu plus tôt dans cette vidéo. C'est pour ça que j'ai mis ce point seulement en dernier. C'est très important de travailler sur sa situation personnelle, mais c'est pas la seule manière et vous pouvez bien plus facilement, bien plus rapidement améliorer la manière dont vous vous sentez dans votre vie de tous les jours en travaillant sur ce qui se passe là-dedans. Et en plus de ça, c'est un cercle vicieux. Si vous ne vous sentez pas bien ici, vous n'allez pas pouvoir agir et être efficace dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Du coup, appliquez vraiment toutes ces choses-là et ensuite, quand vous avez déjà atteint un certain niveau de santé mentale, vous vous concentrez sur améliorer votre vie pour qu'elle aille encore mieux. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'anxiété, souvent, elle vient du fait qu'on est en train de fuir quelque chose. Donc si vous n'aimez pas votre situation professionnelle, mais que vous êtes en train de rien faire pour améliorer votre situation professionnelle, ça va créer de l'anxiété autour de votre situation professionnelle, ça va vous pousser à encore moins agir, vous allez être encore plus anxieux et au final, il y a une espèce d'énorme
énorme boulet qui se crée et qui reste accroché à votre pied dans la vie de tous les jours. Donc il faut crever l'abcès, il faut passer à l'action et ça peut énormément vous aider psychologiquement aussi. De la même manière, si vous avez aucun objectif, et bien souvent le cerveau il se sent mal. C'est souvent une grosse source de dépression, c'est d'avoir aucun objectif vers lequel on avance. Donc si c'est votre cas, trouvez-en un. Même si l'objectif il a l'air con, même si vous n'en avez pas vraiment envie, même si rien ne vous motive parce que vous êtes déprimé actuellement, même si vous pensez que vous n'en êtes pas capable parce que vous êtes anxieux, vous n'êtes pas bien, juste trouvez-vous un petit objectif tout con. Ça peut être devenir bon dans un sport, ça peut être améliorer votre carrière, votre business, gagner plus d'argent, vous lancer dans un hobby et juste trouver un truc dans votre vie que vous allez améliorer tous les jours et sur lequel vous allez travailler. Finalement, c'est aussi important d'avoir des relations. J'en ai peu parlé encore, mais c'est aussi un des trucs qui scientifiquement aide le plus. Donc forcez-vous à parler à vos voisins, forcez-vous à parler à vos collègues, forcez-vous à rester en contact avec vos potes et faire un truc 2-3 fois par semaine avec. Je sais que c'est difficile et que c'est la dernière chose qu'on a envie de faire quand on se sent pas bien, mais l'humain est une créature sociale et ça va par la force des choses améliorer votre état mental. Finalement, 8e étape, et celle-là je la mets comme bonus parce que je suis pas 100% convaincu. J'ai l'impression que ça a marché sur moi, mais d'un point de vue scientifique, ça se conteste, il y a des débats dessus, certaines choses sont prouvées, d'autres moins, etc. Mais bon, je me suis dit que j'allais en parler parce qu'au final, quand on est dans le mal, eh bien, on se raccroche à tout ce qu'on peut. Et je pense que c'est bien mieux de tester un truc qui ne marche pas à tort plutôt que de ne pas faire un truc qui au final aurait pu nous aider. Il y a énormément de personnes qui pensent que souvent quand on est anxieux, quand on est déprimé, eh bien, il faut faire une détox. Certaines choses sont prouvées par la science, d'autres pas vraiment, mais je balance une liste de trucs que j'ai fait. Moi, il y avait un pote qui m'avait dit que ça avait marché pour lui. Je l'ai fait. Ça a plus ou moins coïncidé avec une période où ça s'est amélioré pour moi. Est-ce que c'est à cause de ça, à cause de trucs? On ne sait pas. Mais faire attention à tous les produits chimiques que vous utilisez, type dentifrice, crème, liquide vaisselle, etc. Supprimer tous les trucs chimiques. Avoir que des trucs organiques, vaisselle organique, produits douche organiques, déodorant organique, etc., etc. Tous les trucs que vous allez manger, ingérer et qui vont sur votre peau. Évitez de manger trop de fruits de mer pour les métaux lourds, poissons aussi, etc. Boire de l'eau dans des bouteilles en verre et boire de l'eau de source, pas l'eau du robinet. Déconnecter ou éloigner la borne Wi-Fi quand vous dormez, mettre votre téléphone loin de votre tête, manger organique, faire une cure de désintox, faire de l'hypnose, aller voir un chaman, faire de la médecine chinoise, etc., etc. Il y a plein de trucs qui sont dans cette zone grise où on ne sait pas vraiment si ça marche, mais ça marche pour certaines personnes. Et au final, même si c'est le placebo qui fait effet, le résultat c'est que vous allez mieux. Donc je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui vont recommander ce genre d'astuces dans les commentaires, mais je pense qu'on ne perd rien à les tester tant que ça n'a pas un effet néfaste. Et que vous vous dites pas qu'on arrête de voir le psy, on arrête de prendre le médicament parce qu'on se soigne grâce aux plantes. Donc faites juste gaffe à ça. Et vraiment, si aujourd'hui vous êtes en train de vivre une période difficile, je suis passé par là. Et j'ai confiance en vous, vous allez vous en sortir. Rappelez-vous que c'est passager et que même quand vous n'avez plus aucun espoir, même quand vous en avez marre d'en avoir marre de souffrir, que ça vaut toujours la peine. De continuer à se battre, continuer à essayer de trouver une solution, demander de l'aide, mettre en place des habitudes qui vont nous aider, continuer à oser, de faire les bons choix et de se rappeler que vous êtes à une semaine, un mois, peut-être une année, que tout s'améliore et que cette période difficile ne reste qu'un lointain souvenir. J'espère que cette vidéo aura pu aider quelques personnes et merci de l'avoir regardée en entier. On se retrouve très prochainement sur la chaîne, c'était Omi. Allez, ciao!